Voilà. Alors, je dois vous dire qu'il y a une série de 10 épreuves de baccalauréat corrigées pour les terminales S, spécialité avec. Et là, nous en sommes au début, exercice 1 de la quatrième épreuve de baccalauréat. Cette épreuve a été posée au Liban en juin 2017. Ce que je vais traiter aujourd'hui, vous voyez, porte la vidéo numéro 16, c'est le film numéro 16, pour que je puisse m'y retrouver. Donc, attendez-vous à me voir encore pas mal de fois jusqu'au problème numéro 10, et après les 10 problèmes, eh bien, on parlera quand même des algorithmes. Alors donc, exercice numéro 1, partie A. On considère un cube A, B, C, D, E, F, G, H, donné ci-après. Les arêtes sont de longueur 1. Bien sûr, l'unité de longueur, eh bien, ce sera la longueur de chaque arête du cube. L'espace est rapporté au repère de sommet D et de vecteurs directeurs DA, DC, DH. Voilà. Axe DX, DY et DZ. Première question. Montrez que DF est normal au plan EBG. En mathématiques, normal veut dire perpendiculaire. Deuxième question, déterminer une équation cartésienne du plan EBG. Troisième question, en déduire les coordonnées du point I d'intersection de la droite DF et du plan EBG. Et voilà donc pour la partie A. Les réponses. Alors, comment montrer que DF est normal à ce plan? Il y a plusieurs méthodes, bien sûr, mais l'une d'elles consiste à prouver que DF, d'après la série des coordonnées, DF est normal à deux droites, EB par exemple, et EG. Oui. Voilà. Grâce aux coordonnées, nous allons montrer que DF est normal, vous voyez, ou orthogonal à EB et EG. Alors, une toute petite précision. Dans l'espace, lorsque deux droites se coupent et sont perpendiculaires, là, on réserve le mot perpendiculaire. Mais si les droites ne se rencontrent pas, alors, si on veut mesurer l'angle des deux droites, que fait-on? Eh bien, par un point de l'une, on trace une parallèle à l'autre, et alors on peut maintenant placer le rapporteur pour voir l'angle droit. Donc, si les deux droites sont dans cette position, alors dans l'espace, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Si elles ne se rencontrent pas, alors elles ne se rencontrent pas, d'accord. Mais par un point de l'une, on trace une parallèle à l'autre. Et si cette parallèle est perpendiculaire à la première, alors on dira que les droites sont orthogonales. Voilà. Alors, ici, vous avez toutes les coordonnées des sommets du cube.
c'est excellent comme exercice de géométrie. Avec la règle, je vais vous montrer les coordonnées. Alors, D est l'origine du repère. Après, quelles sont les coordonnées du point A? Regardez, DA sur l'axe des X, de longueur 1. Après, Y, il n'y en a pas, puisque A est sur DX, Y égale 0. Après, A est sur DX, donc la côte Z, vous voyez, est nulle. Donc ça nous fait, pour A, donc 1, après 0 sur Y, et également 0 ici. Voilà. Je fais une petite erreur. 1, 0 et 0 parce que la côte est nulle, on ne monte pas. Allez, pour B, quelles sont les coordonnées de B? Eh bien, regardez bien, pour X, on prend d'abord DA, X égale 1. Après Y, parallèlement à Y, on a encore 1. Et la côte est nulle. Alors, X, c'est l'abscisse, Y, c'est l'ordonnée, et Z s'appelle la côte. Voilà. Sans l'accent circonflexe. Bien. Après, le point C. Quelles sont les coordonnées de C? Sur OX, 0. Il n'y a pas de mouvement. Alors, je vais quand même vous faire rapidement le cas général. Alors, le point M est dans l'espace. On le projette quelque part, voilà, sur le plan. En général, ce point c'est O. Voilà X, voilà Y, l'ordonnée, et Z. Alors, pour déterminer, vous voyez, les coordonnées d'un point M, eh bien, dans l'espace, il faut d'abord le projeter sur X, O, Y, en M'. Après, à partir de M', vous tracez des parallèles à OX et OY. Alors, regardez bien. Voilà X du point M. C'est aussi X de M'. Donc, voilà X. Après, Y, le voilà. Voilà Y du point M. X du point M, le voilà. Y du point M. Et la côte Z, la voilà. Voilà Z, c'est parallèlement à OZ. Donc, ici, nous avons la côte Z. Et voilà. Donc, voilà pour un point M quelconque, voilà X, voilà Y, et voilà Z. Alors, reprenons. Pour A. Pour A, X égale 1, Y égale 0, puisque le point A est sur OX. Après, la côte, il n'y en a pas, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de hauteur, vous voyez, il n'y en a pas. A est sur le plan X ou Y, donc ça fait 1, 0, 0. Après, le point B, quelles sont ses coordonnées? B est sur le plan X ou Y, donc sa côte est nulle. Alors, pour B, voilà X égale 1, voilà Y égale 1, et comme il est sur le plan X ou Y, la côte est nulle. Ça fait 1, 1 et 0. Et pourquoi est-ce que je place les coordonnées verticalement alors que c'est interdit dans les notations? Parce que, tout simplement, ça nous permet de trouver très facilement les coordonnées. C'est la deuxième lettre moins la première. Donc, grâce à cette disposition, on peut très facilement trouver les coordonnées de vecteurs. Et bien sûr, au moment, vous voyez, de donner un résultat, par exemple, coordonnées du point I, eh bien, on donne, voilà, la notation habituelle en ligne. Donc, moi, je mets toujours, et surtout dans l'espace, les coordonnées pour travailler verticalement. Mais dans les réponses, finalement, vous voyez, on obéit aux notations et on les place en ligne.
Alors, ne m'en voulez pas. Le point C. Alors, quelles sont les coordonnées de C? C est sur, vous voyez, l'axe DY. L'abscisse, il n'y en a pas. X égale 0. Y égale 1. La cote est nulle puisqu'on ne monte pas, on ne descend pas. Donc, ça fait 0 pour X, 1 pour Y, pour le point C, et 0 pour la côte. Après, le point D, D, c'est l'origine du repère, donc, bien sûr, on aura 0, 0, 0. E, le point E. Allez, ce point, quelles sont ses coordonnées? Je vous ai dit, on projette. Voilà la projection. Donc, ça nous fait X égale 1. Y égale 0, puisque la projection est là. Y égale 0. Et la côte égale 1. Voilà, pour le point E. Ça fait 1, 0 sur Y et 1 sur Z. Le point F, le plus intéressant. Alors, ce point F, quelles sont ses coordonnées? On projette, voilà, c'est le point B. B, c'est sa projection. Alors, donc, coordonnées de F, ça fait 1, encore 1, et encore 1. Donc, X égale 1, Y égale 1, et Z égale 1. Voilà, pour F, 1, 1. Allez, G. Quelles sont les coordonnées de G? Vous avez vu, on projette G, voilà, C est la projection de G. Au travail, alors, pour G, puisque sa projection c'est C, il n'y a pas de mesure sur DX. Ça fait 0. Y égale 1 et Z égale 1. 0, 1 et 1. Le point H, le voilà. Sa projection c'est D. Donc X égale 0, Y égale 0. Et il y a seulement Z égale 1. Vous voyez, vraiment, je suis heureux d'avoir à reprendre les coordonnées dans l'espace. Bien, alors maintenant nous avons dit, on va répondre à la question, il faut montrer que la droite DF est perpendiculaire au plan EBG. Comment? Eh bien, une droite est perpendiculaire à un plan lorsqu'elle est orthogonale à deux droites concurrentes de ce plan. Alors, une droite est perpendiculaire à un plan à condition qu'elle soit orthogonale à deux droites concurrentes du plan, pas parallèles. La preuve, sur le plan du tableau, si je prends deux droites parallèles sur ce tableau, eh bien voilà une droite perpendiculaire à deux droites du tableau, et la droite qui est là n'est pas perpendiculaire au tableau, parce que ces deux droites sont parallèles. Donc, une droite, comme ma règle, est perpendiculaire à un plan, par exemple celui du tableau, si elle est orthogonale à deux droites quelconques, non parallèles du plan. Alors, j'ai besoin donc des coordonnées de DF. Voilà. Alors, DF, c'est extrémité moins origine. Alors, extrémité 1, moins pour D, c'est 0. Ça fait 1 moins 0. Ça fait 1. Après, 1 moins 0, et encore 1 moins 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur DF. J'ai besoin de EB. Alors, EB, ça fait B moins E. 1 moins 1, 0. 1 moins 0, ça fait 1. B, vous voyez, B moins E. 0 moins 1, ça fait moins 1. Après BG, ce sera G moins B. Vous voyez, suivant X, suivant Y, suivant Z. Alors, G moins B. 0 moins 1, ça fait moins 1.
0. 1 moins 0, ça fait 1. Alors maintenant, nous allons voir le produit scalaire df(EB). Alors ça fait 1 fois 0, 0, plus 1, moins 1, ça fait 0. Ah, le produit scalaire est nul, donc df est orthogonal à EB. Après, df scalaire BG, oubliez EB. df scalaire BG, ça fait moins 1, plus 0, plus 1. Eh bien, ça fait 0. Donc, df est orthogonal à BG. Donc, df est à la fois orthogonal à BE et BG. Donc, df est orthogonal à deux droites concurrentes, BE et BG, du plan EBG. Donc, df est perpendiculaire. df est perpendiculaire au plan EBG. Équation cartésienne du plan EBG. Bien, un rappel. Soit un vecteur n de coordonnées ABC est perpendiculaire à un plan P, alors l'équation de P va s'écrire AX plus BY plus CZ plus H égale 0. C'est facile à établir comme condition. Ça, c'est encore un produit scalaire. Alors, donc, ici, df, nous avons dit que c'était 1, 1 et 1. Alors, donc, ici, voilà A, B, C. Voilà A, B, C. Chacun d'eux vaut 1. 1, 1 et 1. Plus une constante H. Comment trouver la constante H? Eh bien, en disant que le plan EBG passe par un des points connus. Ça veut dire on connaît X, on connaît Y, on connaît Z, on remplace et on trouve H. Donc ici, le plan EBG passe par le point B de coordonnées 1, 1 et 0. Regardez, 1 et 0, plus H égale 0, d'où H égale moins 2. Et on répète en mettant X plus Y plus Z. Arrivé à H, on met moins 2 égale 0. Et voilà. Après, équation paramétrique de la droite df. Alors, on nous demande de trouver les coordonnées du point I, intersection de df, avec le plan EBG. Alors, pour cela, il faut trouver l'équation paramétrique de la droite df. Comment faire pour trouver l'équation d'une droite paramétrique passant par deux points, disons A et B? Bon, alors A et B. Alors, équation paramétrique d'une droite AB. Un paramètre, c'est un nombre réel quelconque. Alors, pour trouver l'équation paramétrique de AB, alors on prend un point M n'importe où sur AB et de coordonnées X, Y, Z, et on va dire après que les points AM, B sont alignés, donc que les vecteurs AM et AB sont collinéaires, donc on pourra, vous voyez, écrire à chaque fois les rapports. Alors on va le faire ici. Équation paramétrique de DF. Alors bien sûr, il y a deux points connus, D et F. Après, on prend un point M sur DF. Et on dit que DM est égal à un certain nombre. On peut, vous voyez, lui donner n'importe quelle lettre de n'importe quel alphabet. DM est égal à un certain nombre réel de fois DF. Voilà, donc ici, les points sont D et B. Donc DM égale un certain nombre de fois DF. La droite c'était DF. Voilà. DM égale un certain nombre de fois DF. Alors, maintenant, les vecteurs. DM, voilà. DF, le voilà. Et pour chaque
coordonnées, on va écrire que dn égale alpha df. Il suffit ici de multiplier par alpha. Ça fait x égale alpha fois 1, y égale alpha fois 1, c'est un cas particulier ici, z égale alpha fois 1. Donc voilà, vous voyez, ce sont les coordonnées, on dit en même temps que ce qui est là, ce sont les coordonnées du point M quelconque, coordonnées paramétriques du point M, ou bien, eh bien, on dit aussi que c'est, vous voyez, c'est ensemble, c'est l'équation de la droite, l'équation paramétrique de la droite df. C'est l'équation paramétrique de la droite df. Alors, donc, maintenant, voilà x, voilà y, voilà z. Quel est notre bonheur en mathématiques? C'est que, normalement, là, il y a 3 lettres à trouver. Ce sont, on pourrait dire, 3 inconnus. Alors que maintenant, il y a un seul paramètre alpha. Donc, on peut poser le point M quelconque sur la droite avec un seul paramètre. C'est ça le bonheur. On a simplifié. Et alors, après, dans l'équation du plan, eh bien, on va remplacer avec les coordonnées. Ici, c'est un cas particulier facile. X égale alpha, Y égale alpha, Z égale alpha. Ça fait 3 alpha moins 2 égale 0. D'où alpha égale 2 tiers. D'accord. Alors, quelles sont les coordonnées paramétriques? Eh bien voilà, c'est x égale alpha, y égale alpha, z égale alpha. Mais on peut très bien prendre l'une de ces lettres pour écrire comme paramètre. Ça veut dire que si je garde x, voilà, moi, au lieu de dire x égale alpha, je garde x, le paramètre x. Et alors après, eh bien alpha égale x égale y. Donc c'est encore x. Et c'est encore x. Vous voyez, les 3 fois, c'est un cas particulier, c'est alpha. Alors, j'ai le droit de garder alpha égale x comme paramètre. Parce qu'on peut mettre la lettre T dans beaucoup de problèmes. On peut mettre U. Vous voyez, le nom choisi pour le paramètre est absolument libre. Alors donc, le point M a bien pour coordonnées x quelconque, qui joue le rôle de paramètre, x, encore x, encore x. Et voilà le corrigé de la première partie. Et entre nous, maintenant, j'ai une envie folle de vous prouver que si un vecteur n est perpendiculaire à un plan P, alors j'ai envie de... Ce sera mon petit cadeau que je m'offre. J'ai envie de vous prouver que l'équation du plan P s'écrit AX plus BY plus CZ plus H égale 0. Bien sûr, cette démonstration sur le manuscrit, mais là, je vais vous le traiter tout de suite. Alors, voilà un plan P, bien sûr, et voilà son vecteur n, et par hypothèse, on connaît les coordonnées de n, A, B et C. Maintenant, nous connaissons, voilà, un point ici, voilà. Il faut qu'on connaisse là 2 vecteurs, A, B, voilà, on va prendre ces 2 vecteurs ici, M0, voilà. Alors, donc, N, on veut qu'il soit perpendiculaire au plan P, donc il faut que N soit orthogonal à la fois à M0A, par exemple, et M0B, voilà. M0 étant un point de l'espace. Donc, quelles sont, ou bien, quelle est l'équation d'un plan P passant par un point M0 et normal à un point M? Eh bien, ça veut dire que si je prends un point M n'importe où sur ce plan P, eh bien,
si n est perpendiculaire à P, il est orthogonal à toutes les droites de ce plan, toutes, en particulier à M0M. Alors, je mets M0, c'est le point qui est connu, bien sûr, parce que voilà un vecteur. Il ne va pas être seulement perpendiculaire à un seul plan, il est perpendiculaire à des milliers de plans. Mais nous voulons l'équation d'un plan P perpendiculaire à N, mais passant par un point M0 connu, qui a donc comme coordonnées x0, y0 et z0. Après, le point M, lui, qui est quelconque, eh bien, ses coordonnées sont x, y et z. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur M0M? Eh bien, c'est la fin moins le début, extrémité moins origine. Ça fait x moins x0, y moins y0 et z moins z0. Et ce vecteur doit être perpendiculaire au vecteur n de coordonnées ABC. C'est tellement facile, nous allons écrire que le produit scalaire est égal à 0. C'est-à-dire A, facteur de x moins x0, plus B, facteur de y moins y0, plus C, facteur de z moins z0 égale 0. Alors, on va développer. Ça nous fait AX plus BY plus CZ. Maintenant, tout le reste est fixe et connu. X, Y et Z sont les coordonnées variables d'un point M, bien sûr. Mais A est donné, B est donné, C est connu. Vous voyez, A, B, C sont connus. X0, Y0, Z0 sont connus. Donc, normalement, il faut que je finisse en mettant moins AX0, moins BY0, moins CZ0, et tout ça, ça fait 0. Alors, tout ce qui est là que je souligne est une quantité qui est donnée et fixe dans le problème. Et c'est pour cela qu'on l'appelle K ou H. Donc, l'équation du plan perpendiculaire au vecteur n de coordonnées ABC s'écrit, le voilà, c'est écrit AX plus BY plus CZ plus K égale 0. Et pourquoi pas un exemple numérique? Alors, le vecteur n a pour coordonnées, j'imagine, 1, moins 1 et racine de 2. Voilà. Après, eh bien, on me donne un point, M0, de coordonnées 2, 0 et 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un point M de coordonnées quelconque, x, y, z. Alors, je le fais ici. N a pour coordonnées x, y, z. Donc, ce vecteur n de coordonnées 1, moins 1 et racine de 2 sera perpendiculaire. Alors, M0 est connu, le voilà. Le voilà. Donc, il sera perpendiculaire à tous les vecteurs M0M du plan dont on cherche l'équation. Alors, donc, on va prendre ces coordonnées. M0M a pour coordonnées x moins 2, y, z moins 4. Voilà. Et maintenant, on va écrire le produit scalaire. Ça nous fait 1 x moins 2 moins y plus racine de 2 fois z moins 4 égale 0. Vous voyez à quel point c'est facile. Et ça nous donne finalement x moins y plus racine de 2 fois z. Et après, il y a moins 2, moins 4 racine de 2. Vous voyez? Donc, après, il y a moins 2, moins 4 racine de 2 égale 0. C'est ce qu'on appelle K. On écrit plus K avec K algébrique, bien sûr, positif ou négatif. Donc, ça fait bien, vous voyez, AX
plus BY AX plus BY plus CZ plus K, un nombre fixe égal 0. Vraiment, j'avais envie de vous prouver cette démonstration. Alors, nous passons maintenant à la partie B et je fais très attention à déplacer ma caméra. Alors, me voilà prêt pour la partie B. À tout réel x de l'intervalle 0, 1, on associe le point M du segment, c'est-à-dire intérieur au segment DF, tel que dm, vecteur dm, égale x fois le vecteur df. Alors, puisque M est intérieur au segment DF, ça veut dire que dm, qui a pour mesure x, ça veut dire que x est positif. dm égale x df. Parce que m est intérieur au segment df. Donc, x est positif. Alors, lorsque nous donnons à x une valeur quelconque entre 0 et 1, eh bien, le point M se déplace sur df. À chaque valeur de x correspond une position M. Par exemple, si x égale 1,5, eh bien, M est au milieu de df. Si x égale 1/4, ça veut dire que le point M est situé au quart de df à partir de d. Si x égale 3/4, eh bien, ça veut dire que M est au 3/4 sur df. Et attention, par hypothèse, x appartient à 0,1. Ça veut dire que, en longueur, dm est plus petit que df. Ça veut dire que M appartient au segment df. Alors, je reprends. À tout réel x de l'intervalle 0,1, on associe le point M du segment df tel que vecteur df égale x fois le vecteur df. On s'intéresse aux variations. Évolution, évoluer veut dire changer, varier. Donc, on s'intéresse à l'évolution de la mesure θ en radians. Voilà, θ en radians. Voilà. De l'angle fait par NE avec MB. On a le droit de le dire EMB. Il n'y a pas de doute. C'est l'angle fait par ME avec MB. C'est-à-dire l'angle dont il faut faire tourner ME pour l'amener sur MB. Et cet angle est pris sans être orienté. Alors, on s'intéresse à l'évolution de la mesure θ en radians de l'angle EMB. Vous voyez, comme dans les petites classes, on a donné la notation habituelle, facile, EMB, lorsque le point M parcourt le segment DF. Alors, vous voyez, ici, nous avons une position M quelconque. M est un point de DF, tel que dm égale x df. Ça veut dire que quand x varie, le point M va prendre différentes positions. Donc l'angle EMB va changer à chaque fois, à chaque position. Alors, regardez bien ici, le point M parcourt le segment df. On a, par hypothèse, θ compris entre 0 et pi. Ça veut dire qu'on ne donne pas la formule générale θ plus 2kpi ou θ modulo de pi. On s'intéresse juste à la valeur particulière de l'angle que l'on voit ici. θ est compris entre 0 et pi. Et θ, bien sûr,
C'est l'angle que fait ME avec MB. Alors ici, ça c'est le cas général, ici θ ne peut pas être égal à 0. Pour que θ soit égal à 0, EMB, il faudrait que les points E et B soient situés sur la même droite et ce n'est pas possible. Voilà DF. DF est différent, vous voyez, des points E et B, n'a rien à voir avec E et B dans l'espace. Et alors, l'angle ME avec MB, ici, ne peut jamais être égal à 0. Pour qu'il soit égal à 0, il faudrait que les points ME et B soient alignés. Alors là, l'angle de ME et de MB, oui, ça fait 0. Mais ici, on ne peut pas avoir MEB alignés parce que nous sommes dans l'espace. Par contre, regardez, non, même pas. J'ai essayé de voir si on pouvait avoir égal à pi. C'est pareil pour pi. Hein. Alors, voilà E, voilà B. Alors, si M pouvait être égal, vous voyez, si M pouvait être sur la droite EB, mais ici non, parce que EB et DF ne sont pas concurrentes. Mais alors là, on pourrait avoir l'angle de ME avec MB, le voilà. Là, ce serait égal à pi. Donc, vous voyez, je cherche un petit peu des détails, mais ici, c'est la manière d'écrire normale, mais θ ne peut ni être égal à 0, ni être égal à pi. Ça, c'est juste entre nous. Première question. Que vaut l'angle θ si le point M est confondu avec le point D? Ah. Alors, là, ça marche. Alors, M est sur DF. Donc, M peut être confondu avec le point D. Le voilà. Donc, l'angle EMB devient l'angle EDB. Voilà. EDB. Et alors, on demande que vaut θ? Bien. Après, deuxième question, que vaut θ si le point M est confondu avec F? Alors, ça c'est facile. Si M est confondu avec F, si M vient sur F, l'angle EMB devient l'angle EFB, c'est-à-dire 90 degrés. Là, la réponse est très facile. Alors maintenant, nous allons traiter avec le point D. Alors, corrigé de la première question. Nous avons, par hypothèse, vecteur dm égale x vecteur df avec x compris entre 0 et 1. Après, θ, l'angle θ, ben, c'est l'angle EMB avec θ compris entre 0 et pi. Alors, si m égale d, ça veut dire si m est confondu avec d. Regardez ce que je fais. Au lieu de m, eh bien, je mets d. Donc, l'angle EMB devient l'angle EDB. Donc, si m est confondu avec d, l'angle EMB devient l'angle EDB. Alors, nous connaissons, grâce aux coordonnées, les vecteurs DE et DB. Et comment trouver l'angle qu'ils forment? Eh bien, grâce au produit scalaire. Alors, les coordonnées de D, de B et de E, voilà, sont là. Alors, vecteur DE, le voilà, ça fait E moins D. E moins D. Pour D, c'est 0, 0, 0. Ça fait 1 moins 0. 0 et 1. 1, 0, 1. Après, DB. Ça fait B moins D. 1 moins 0, 1 moins 0 et 0. Alors, DE et DB sont les diagonales de carré de côté 1. Eh bien, quand on a un
carré de côté 1, grâce au théorème de Pythagore, on peut montrer que la diagonale est égale à racine de 2. Donc DE égale DB égale racine de 2. Écrivons maintenant le produit scalaire. DE scalaire DB. DE scalaire DB. Ça fait 1 plus 0 plus 0. Ça fait 1. Égale longueur de DE, racine de 2. Longueur de DB, ce sont les diagonales. Hein? Alors, voilà DE, racine de 2, dans ce carré. Et DB, voilà le carré, et la diagonale vaut racine de 2. Ça fait donc racine de 2, que multiplier racine de 2, cosinus EDB. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc, cosinus EDB égale 1 divisé par 2, 1 demi. Donc, EDB, l'angle EDB, c'est-à-dire θ, égale pi sur 3. Ça fait 60 degrés. Après, si M est confondu avec F, alors on l'a vu tout à l'heure, si M est confondu avec F, l'angle EMB devient EFB. Or, les arêtes sont, vous voyez, perpendiculaires, ces deux arêtes là, et alors θ égale pi sur 2. EMB égale pi sur 2 radian. Bien, alors nous allons passer à la deuxième question de la partie B. Justifier que les coordonnées du point N sont x, encore x, encore x, nous l'avons déjà vu. Et maintenant, c'est sérieux, on va montrer que cosinus θ est égal à ce rapport. Alors voilà, je déplace la caméra.